Bon, ce cours est un bilan sur la compréhension des conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Alors je vais commencer par vous faire une petite introduction que j'ai relevée sur le bulletin officiel du programme de terminale, et ensuite je vous expliquerai comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Alors commençons par faire une introduction qui généralise en fait ce qu'il faut savoir. Un effort de recherche scientifique majeur est mené depuis quelques dizaines d'années pour élaborer un modèle robuste sur le changement climatique, sur ses causes et ses conséquences, et pour définir les actions qui peuvent être conduites pour y faire face. Donc ça, c'est une première chose. En dehors des effets abiotiques, le réchauffement climatique a des impacts importants sur la biodiversité et sur la santé humaine. Impact important d'une part par des effets directs sur les populations, notamment au niveau des effectifs, de l'état sanitaire et au niveau de la répartition à la surface du globe. Et donc par des effets directs sur les populations, je vous ai dit, et sur leur évolution. Donc ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, c'est par des effets indirects liés aux perturbations des écosystèmes naturels et agricoles, notamment au niveau de l'approvisionnement et de la régulation. Donc l'augmentation de la concentration en CO2 favorise la production de biomasse. On connaît tous la photosynthèse. Mais des difficultés peuvent résulter sur la faible disponibilité des terres agricoles suite à la désertification ou à la montée du niveau marin. Et suite également à la diffusion de pathogènes et suite également à l'évolution de la qualité des sols et des apports en eau. Au niveau individuel et collectif, il convient de mener des recherches et d'entreprendre des actions. Première action, en agissant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les bénéfices et inconvénients de méthodes de stockage du carbone sont à l'étude. Et en proposant, deuxièmement, des adaptations. Il existe dans différents pays des plans d'action bâtis sur un consensus scientifique dont l'objectif est de renforcer l'acquisition des connaissances ainsi que l'évaluation éclairée et modulable des stratégies mises en place. Bon, donc voilà pour ce que j'appelle une introduction qui regroupe en fait pas mal de choses. Essayons de généraliser, de faire le bilan en fait de différents cours que je vais vous faire bientôt ou qui sont peut-être déjà faits d'ailleurs. Alors, donc, comment faire face au réchauffement climatique? Vaste problème. Alors, 3 points sont à noter. D'abord, il faudra mesurer les enjeux pour prendre des décisions. D'autre part, deuxièmement, il faudra comprendre les conséquences du réchauffement sur la biodiversité et sur l'être humain également, puisque l'être humain fait partie de la biodiversité. Et troisièmement, il faudra envisager des solutions collectives et individuelles face au changement climatique. Alors, donc premier point, pour faire face au réchauffement climatique, il s'agit de mesurer les enjeux pour prendre des décisions. Alors, 4 points à noter. Premier point, c'est modélisation et projection climatique par le GIEC, G-I-E-C. Deuxième point, concerne les décideurs politiques et citoyens du monde. Et troisième point, prise de décision collective et individuelle. Dans cette modélisation des projections climatiques par le GIEC, donc, il faut évidemment qu'il y ait une compréhension et une prise de conscience. Alors, dans cette compréhension et prise de conscience, il faut tenir compte des échelles de temps, d'une part. D'autre part, ne pas confondre météorologie et climat,
distinguer causalité et corrélation et mieux connaître les données scientifiques. Donc, si l'on fait le forçage radiatif en fonction du temps, concernant ces émissions de gaz à effet de serre, on a différents modèles en fait qui peuvent se poser à nous et prendre conscience donc de la modélisation et des projections climatiques dans l'avenir. Nous allons en parler tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, et concernant également cette compréhension et prise de conscience, ce sont les politiques, donc des décideurs politiques, et ensuite des citoyens du monde qui sont en cause également et qui sont mis à contribution. Et lorsque les décideurs politiques et les citoyens du monde ont pris conscience de la gravité du problème, eh bien, il peut y avoir des prises de décision collectives, mais également des prises de décision individuelles. Alors, cette prise de conscience scientifique et politique, elle a commencé à la fin du XIXe siècle. Des scientifiques donc, avaient envisagé certains rejets, le fait que certains rejets anthropiques ça veut dire dû à l'homme, de gaz à effet de serre, donc GES, pouvaient provoquer un réchauffement climatique. Donc dès le XIXe siècle, une prise de conscience, les rejets par l'homme, en fait, réchauffement climatique. Cependant, il faut attendre la fin du XXe siècle pour qu'un consensus scientifique mondial s'établisse. Et ce consensus scientifique, il s'appuie sur des décennies de mesures et de modélisation du système climatique. Au niveau politique, comme à l'échelle du citoyen, de nombreuses difficultés liées entre autres à une méconnaissance des données scientifiques doivent encore être surmontées pour accepter cette réalité du réchauffement climatique et agir pour y faire face. Alors, on avait dit que pour faire face au réchauffement climatique, donc, il fallait tabler sur 3 points importants. Ces 3 points, c'était mesurer les enjeux et prendre des décisions. Nous venons d'en parler. Deuxième point, c'était comprendre les conséquences du réchauffement sur la biodiversité et l'être humain. Alors, 4 points importants concernant, premièrement, la modification du fonctionnement des écosystèmes. Deuxièmement, modification du fonctionnement des agrosystèmes. Troisièmement, propagation de maladies infectieuses. Et quatrièmement, phénomènes météorologiques extrêmes. Et tout ceci conduit à une dégradation de l'état sanitaire des populations. Alors, si on s'attache au premier point, c'est-à-dire pour comprendre les conséquences du réchauffement sur la biodiversité de l'être humain, on peut essayer de développer ce qui concerne les modifications du fonctionnement des écosystèmes d'abord. Nous ferons ensuite des agrosystèmes. Alors concernant les écosystèmes, on peut avoir des mortalités directes dans les écosystèmes. On peut avoir des disparitions d'habitats. On peut avoir des espèces invasives. On peut avoir également des perturbations, notamment perturbation des chaînes alimentaires, perturbation de la reproduction et perturbation du développement des êtres vivants qui font partie de l'écosystème. Et tout ceci, toutes ces modifications du fonctionnement des écosystèmes conduisent à un effondrement des populations et quelquefois, même souvent, la disparition d'espèces. Ceci induit une dégradation des services écosystémiques qui conduit fatalement à la dégradation de l'état sanitaire des populations. Alors, toujours dans la compréhension des conséquences du réchauffement sur la biodiversité et sur l'être humain, voyons maintenant les modifications du fonctionnement des agrosystèmes. Eh bien, il y a risque, alors on ne va pas développer puisqu'on fait un bilan, mais je vais en reparler un petit peu après, de toute façon. Mais là, je résume. Donc, il y a risque de pénurie alimentaire. Pénurie alimentaire qui conduit fatalement à la dégradation de l'état sanitaire des populations.
Ensuite, toujours dans la compréhension des conséquences du réchauffement sur la biodiversité et l'être humain, passons au troisième point qui correspond à la propagation de maladies infectieuses, par exemple des insectes qui peuvent transmettre une maladie, des virus qui peuvent s'installer mondialement, etc. Et ceci conduit fatalement à la dégradation de l'état sanitaire des populations. Et enfin, toujours dans la compréhension des conséquences du réchauffement sur la biodiversité et l'être humain, passons au quatrième point. Donc il s'agit de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc on connaît tous les intempéries qui s'affolent quelquefois à certains moments de l'année. Et toutes ces intempéries, en fait, tous ces phénomènes météorologiques extrêmes vont conduire à la dégradation de l'état sanitaire des populations. Alors, donc concernant cette conséquence, donc les conséquences sur la biodiversité, si on veut essayer de bien comprendre comment faire face au réchauffement climatique, nous savons que le réchauffement climatique est reconnu comme une cause aggravante de l'effondrement actuel de la biodiversité. Et ceci est dû aux activités humaines. Alors il y a le côté naturel aussi, mais il y a le côté surtout facteur humain qui intervient. Le réchauffement va influencer directement la physiologie des organismes et va perturber leur capacité à se reproduire et à se développer, ce qui va réduire fatalement les effectifs des populations et donc il va y avoir une dégradation de leur état sanitaire. Certaines espèces vont même aller jusqu'à migrer vers des régions plus favorables, donc ce qui va modifier leur répartition à la surface du globe, et ces espèces vont devenir ce que l'on appelle des espèces invasives. Alors, toujours pour faire face au réchauffement climatique, quelles sont les conséquences sur la santé humaine ? Eh bien, nous en avons un petit peu parlé, mais l'être humain est concerné également par le réchauffement climatique puisqu'il fait partie de la biodiversité. Il fait partie des écosystèmes. Donc l'être humain est concerné par le réchauffement climatique qui aggrave certaines pathologies, nous expose également à des phénomènes climatiques extrêmes et à de nouveaux agents pathogènes. Le fonctionnement des agrosystèmes est également affecté, notamment si l'augmentation de la teneur atmosphérique en dioxyde de carbone favorise la productivité. Cette dernière est tout de même menacée par la désertification ou la montée du niveau marin, mais également par la diffusion de pathogènes et de ravageurs des cultures. Donc, en conséquence, le réchauffement du climat va dégrader la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Pour faire face au réchauffement climatique, nous avions dit qu'il y avait 3 points importants. Le premier, c'était mesurer les enjeux pour prendre des décisions. Nous en avons parlé. Le deuxième, c'était comprendre les conséquences du réchauffement sur la biodiversité et l'être humain. Nous en avons parlé. Le troisième point, c'est envisager des solutions collectives et individuelles pour faire face au changement climatique. Alors, il y a 2 choses importantes à comprendre. Ce sont les stratégies d'atténuation, pour atténuer les effets face au changement climatique. Et deuxième stratégie, c'est la stratégie d'adaptation. Malheureusement ou heureusement, il faut s'adapter. Concernant les stratégies d'atténuation, il faut essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer les puits de gaz à effet de serre. Les puits, c'est-à-dire ce qui va capter le CO2. Et concernant les stratégies d'adaptation, il faut produire, consommer, habiter, se déplacer autrement. Autrement dit, il faut s'adapter. Et bien entendu, il y a une complémentarité entre les stratégies d'atténuation et les stratégies d'adaptation. Donc nous voyons bien que pour faire face au réchauffement climatique, il y a bien une nécessaire mobilisation collective, mais également individuelle. Les nations se réunissent chaque année, la COP, et s'appuient sur les rapports du GIEC, pour proposer différentes stratégies d'atténuation du changement climatique.
Ces dernières visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à absorber le CO2 atmosphérique. Selon le GIEC, il est impératif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport à 1850, ce qui impose une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2030 et leur arrêt total en 2075 plutôt. Compte tenu de l'inertie climatique et des engagements actuels de réduction, les modèles climatiques prévoient un réchauffement moyen de 3 à 4 degrés Celsius d'ici 2100. Il est donc nécessaire d'envisager des stratégies d'adaptation de l'échelle internationale jusqu'à l'échelle du citoyen. Donc, faire face au réchauffement climatique, tout un programme assez compliqué. Pourquoi ? Parce que ce réchauffement, il est très largement admis comme une réalité. On ne peut pas y échapper. Donc, il faut qu'il y ait des informations scientifiques fiables sur ses causes comme sur ses connaissances, et ceci pour définir les actions à mener pour y faire face. Il y a les voisins. Donc nous allons tabler sur une prise de conscience scientifique et politique et sur les conséquences sur la biodiversité, les conséquences sur la santé humaine également, nous en avons parlé, mais nous allons développer un petit peu plus. Et puis enfin, quatrièmement, donc une nécessaire mobilisation collective et individuelle. Arrhenius, en son temps, donc en 1896, avait prévu que les combustibles fossiles que l'homme utilisait à l'époque, puisqu'en 1896 on est dans la révolution industrielle qui a commencé vers les années 1850, eh bien, Arrhenius avait... C'est des problèmes de voisinage. Donc Arrhenius avait prévu que l'utilisation de combustibles fossiles par l'être humain pouvait conduire à un réchauffement climatique de 4 degrés Celsius en cas de doublement du taux de CO2 dans l'air. Et étrangement, donc c'est proche des résultats fournis par les modèles climatiques actuels. Donc ces modèles ont été construits depuis les années 1980 à partir de nombreuses mesures et validés par comparaison avec la réalité. Et ces modèles donc constituent des arguments scientifiques robustes pour expliquer les causes des changements climatiques, comprendre ces mécanismes et anticiper ses conséquences via les projections climatiques qu'ils vont produire. Malgré tout, il y a eu tout de même un certain temps de latence, donc une réaction tardive du monde politique et de la société. En 1988, donc, il y a eu la création du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, que l'on appelle le GIEC, qui matérialise le début de la réaction des nations face à cette menace. La complexité du système climatique nécessite de surmonter de nombreuses difficultés cognitives, comme par exemple la confusion entre météorologie et climatologie, l'appréhension également d'échelles de temps différentes ou la confusion entre corrélation et causalité. De plus, les faits scientifiques obligent à une remise en cause des modèles socio-économiques dominants, tels que la société de consommation ou bien la nécessité d'une perpétuelle croissance économique. Ces difficultés expliquent la très lente acceptation de la réalité du changement climatique. Ainsi, il a fallu attendre le protocole de Kyoto en 1997 pour que les États s'accordent sur des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ceux-ci ne seront finalement pas tenus.
Dans le cadre de son 5e rapport en 2014, le GIEC avertit les pouvoirs politiques et les citoyens du monde de l'inéluctabilité du réchauffement et de la nécessité de ne pas dépasser une élévation de 2 degrés Celsius en 2100 par rapport à la période pré-industrielle. Au-delà, les conséquences du réchauffement climatique risquent d'être ingérables et extrêmement dommageables pour l'humanité et pour la biodiversité dans son ensemble. Alors, quelles sont les conséquences sur la biodiversité? Nous verrons donc qu'il y a une crise biologique qui est aggravée et nous verrons également qu'il y a un bouleversement des écosystèmes. Les activités humaines sont directement à l'origine de l'effondrement de la biodiversité mondiale, dont les principales causes sont la destruction des habitats naturels, l'introduction d'espèces invasives, la dispersion de polluants chimiques, notamment de pesticides, et de polluants industriels, etc. Et la surexploitation des milieux de vie également. Le réchauffement climatique amplifie cette crise, c'est-à-dire qu'il modifie les conditions du biotope, c'est-à-dire de la température, de la répartition et de l'intensité des précipitations, de l'acidité des océans, etc. Donc, et ceci, modification des conditions du biotope de la plupart des écosystèmes, dégradant en même temps l'état sanitaire des organismes vivants, perturbant évidemment leur capacité à se reproduire et à se développer. Donc ce qui va provoquer une baisse très rapide des effectifs de la population. Il y a donc un bouleversement des écosystèmes. Certaines espèces voient leurs aires de répartition se déplacer vers les hautes latitudes et de plus en plus hautes altitudes, et deviennent ainsi des espèces invasives pour d'autres écosystèmes. L'Arctique, par exemple, en constitue un exemple car il s'agit d'un environnement aux contraintes écologiques très fortes. Or, le réchauffement y est particulièrement rapide. Notamment en 2017, la température moyenne en Arctique était de 1,6 degrés Celsius, plus élevée que pour la période 1981-2010. Pour les espèces vivant dans ce milieu, il est impossible de migrer plus au nord. Progressivement, chaque maillon des chaînes alimentaires, du phytoplancton aux grands prédateurs, se retrouve donc en compétition avec des espèces invasives provenant de zones subarctiques. S'il est possible que le réchauffement climatique soit profitable à certaines espèces, on estime que la rapidité de ce changement est si grande que la majorité des espèces n'aura ni le temps de migrer vers d'autres territoires, ni le temps d'évoluer pour s'y adapter. Concernant les hommes, quelles sont les conséquences sur la santé humaine? Essayons de voir d'abord les impacts sur l'état sanitaire des populations avant de parler des agrosystèmes menacés eux aussi. Donc les impacts sur l'état sanitaire des populations humaines. La physiologie de l'être humain est directement affectée par l'augmentation de la température moyenne qui se traduit en particulier par des chaleurs estivales de plus en plus fortes dans des régions tempérées. On estime ainsi qu'en 2050, la canicule exceptionnelle de l'été 2003 correspondra à un été moyen. Et durant ces vagues de chaleur, de nombreux troubles physiologiques et pathologies sont accentués, notamment risque de déshydratation et fatigue cardiovasculaire, difficultés respiratoires, notamment en milieu urbain, et risque d'hyperthermie conduisant au décès. Par ailleurs, des centaines de millions d'individus sont de plus en plus soumis à des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les tempêtes, les inondations, les incendies, les sécheresses, etc. Et ceux-ci ont une fréquence et une intensité qui augmentent. Plus indirectement, le changement climatique favorise la propagation de certaines maladies tropicales par la migration de leurs vecteurs, notamment le paludisme, le chikungunya
la dengue, la fièvre jaune, etc. Le bouleversement du fonctionnement des écosystèmes entraîne une dégradation de certains services écosystémiques, notamment épuration de l'eau et de l'air, ce qui peut également avoir des conséquences négatives sur l'état de santé humaine. Concernant maintenant les agrosystèmes menacés, les agrosystèmes fournissent la biomasse utilisée pour assurer nos besoins alimentaires, mais également certains de nos besoins en matériaux de construction, en médicaments et en énergie. Or, bien que l'élévation de la teneur atmosphérique en CO2 favorise la photosynthèse, la productivité des agrosystèmes est menacée à différents niveaux. Premier niveau, modification du biotope, c'est-à-dire température saisonnière, précipitations, qualité des sols et de l'eau. Deuxième menace, donc diminution de la surface de terres fertiles, notamment élévation du niveau marin et désertification. Et troisième menace, donc augmentation des dégâts liés aux ravageurs et maladies des cultures. Dans un monde où la croissance démographique se poursuit, le réchauffement climatique menace la sécurité alimentaire, particulièrement dans les pays les plus pauvres. Passons maintenant au quatrième point, c'est-à-dire une nécessaire mobilisation collective et individuelle. Donc nous allons parler des plans d'action nationaux, de la mise en place de stratégies d'atténuation et de la nécessité de s'adapter. Alors, une nécessaire mobilisation collective et individuelle, et concernant les plans d'action nationaux, nous savons que de nombreux pays se dotent du plan d'action visant à limiter les effets du réchauffement climatique. Par exemple, il existe en France depuis 2011 un plan national d'action sur le changement climatique que l'on appelle le PNACC, chargé d'évaluer les risques climatiques pour chaque portion de territoire et pour différents domaines, domaine de la santé, domaine de la gestion de l'eau, domaine de l'agriculture et préservation des littoraux, etc. Et de proposer également donc différentes stratégies d'atténuation et d'adaptation. Toujours concernant ce quatrième point, donc une nécessaire mobilisation collective et individuelle, nous savons qu'il y a une mise en place de stratégies d'atténuation. Pour respecter les recommandations du GIEC, il est nécessaire de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2030, puis de les interrompre totalement en 2075. On appelle stratégie d'atténuation tout processus mis en œuvre pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou pour diminuer leur teneur atmosphérique. Dans le premier cas, il apparaît d'abord nécessaire de mesurer et de développer les sources d'énergie alternative faiblement émettrices de gaz à effet de serre, c'est-à-dire énergie solaire, la géothermie, l'hydroélectricité, la biomasse, etc. Et ceci pour remplacer progressivement les combustibles fossiles. Certains pays ont adopté une taxe carbone qui consiste à pénaliser financièrement les émissions de CO2 des entreprises, les incitant ainsi à minimiser leur rejet. Certains industriels spécialisés dans l'exploitation des combustibles fossiles et donc lourdement taxés étudient la possibilité de capter le CO2 avant qu'il ne soit émis, puis de le stocker dans différents réservoirs profonds. Cette solution onéreuse et risquée présente l'avantage de réduire d'un tiers les émissions d'industries énergivores qui ne peuvent se passer de combustibles fossiles. Le processus de captage de CO2 pourrait être appliqué directement à l'atmosphère. L'une des stratégies les plus efficaces et faciles à mettre en œuvre pour diminuer la teneur atmosphérique en CO2 consiste à reboiser massivement notre environnement, et que cela soit dans des écosystèmes aujourd'hui dégradés, en ville, notamment en végétalisation des rues, des murs et des toitures, ou bien en milieu agricole, par exemple l'agroforesterie.
En effet, on estime que les écosystèmes forestiers stockent actuellement 1200 gigatonnes de carbone, soit l'équivalent de 570 ppm de CO2 atmosphérique. Cette solution présente les avantages de fournir à l'humanité de nombreux autres services écosystémiques, est peu onéreuse, peu risquée et applicable collectivement comme individuellement. Enfin, chaque individu, notamment des pays industrialisés, peut réduire d'environ 40% ses émissions de gaz à effet de serre par des choix de vie adaptés à différents niveaux, notamment alimentation, transport et habitat. Toujours dans ce quatrièmement, donc une nécessaire mobilisation collective et individuelle, eh bien, il y a également ce que l'on appelle l'adaptation. Il faut que l'homme s'adapte, d'où la nécessité de s'adapter, et en admettant que les actions de réduction de gaz à effet de serre soient efficaces, il faudra plusieurs siècles avant que le réchauffement climatique ne s'atténue du fait du temps de résidence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc un siècle pour le CO2, et de l'existence de boucles de rétroaction amplifiant le réchauffement climatique, par exemple la libération du méthane provoquée par la fonte du pergélisol. Il est donc nécessaire d'envisager des stratégies d'adaptation au changement du climat, par exemple construction de digues en zone littorale, choix de culture, d'architecture, de mode de vie, etc., adaptés aux nouvelles conditions climatiques. Ces actions devront être complémentaires des stratégies d'atténuation, individuelles ou collectives, nationales et internationales. Donc voilà, faire face au réchauffement climatique, tout un programme, plus ou moins compliqué. Donc, nous avons essayé de comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action. Le cours est terminé. Merci. Un peu mal à la gorge.